Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur la chaîne Twitch War Thunder France, c'est Pierre qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver, un petit peu malade vous l'entendrez donc je m'en excuse, mais je suis très heureux de vous retrouver. Et ben pour la preview de ce deuxième tour des playoffs, ouais on pensait pas dire ça il y a quelques mois, j'ai envie de dire. Mais on a un deuxième tour des playoffs qui arrive contre Dallas et avec moi pour faire cette preview en live cette fois. Constant, comment ça va Constant? Bah ça va, effectivement, c'est la première fois qu'on fait une preview de demi-finale de conférence, parce qu'on avait fait déjà le premier tour avec les Pels, on avait surtout fait le premier tour face aux Rockets dans la bulle, à l'époque de nos grands frères, tellement ça date. Mais non, non, mais c'est la première fois qu'on voit, enfin peut-être pour ceux qui nous écoutent, c'est peut-être la première fois que vous allez voir OKC en demi-finale de conférence, donc on est là pour parler d'une série où on va dire que l'équipe adverse est un poil plus talentueuse que ce qu'on a affronté au premier tour, sans vouloir manquer de respect aux Ça va Pélicans. être un peu plus compliqué je pense, c'est pas sûr qu'il y ait un Ouais, sweep, je suis pas si sûr, ouais. je suis pas si sûr que ça. Non, effectivement, c'est une première. Un premier tour passé aisément, on va en reparler tout de suite. Un deuxième tour qui se profile, qui va être très intéressant. Il y a des belles confrontations là, notamment à l'ouest. Les deux séries promettent d'être très intéressantes. Donc on va parler de ça et sur le même format que pour la série des Pélicans. On va aborder un peu la dynamique des deux équipes très rapidement, les confrontations de saison régulière qui sont pas forcément les plus impactantes. On en reviendra très vite dessus. Et puis après, hein, le cœur du sujet, les points un petit peu tactiques pour nous, les rotations, et bien sûr, nos pronos. On n'a pas de Charlélie pour nous dire 4-0 et trouver. On a son prono, on le dévoilera à la fin. Mais Hmm. il avait eu juste sur le début, on verra là si on est aussi fort. Oui, bah, mais peut-être qu'il a pronostiqué à 4-0 OKC, hein, vous savez pas. Ouais, Restez c'est bien pas jusqu'à encore. la fin. Attention, on fait Le les teasers. teasing. Non, 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 mais toujours est-il que ça va être effectivement une série bien plus difficile face à un adversaire qui a battu une équipe, on va dire, d'une autre qualité que les Pélicans lui aussi au premier tour, même si, voilà, on peut officiellement le dire, les Clippers sont en vacances avant OKC. Ouais, Ça, avant le début de saison, il fallait quand même la sortir sans perdre une dent, hein. Mais fallait voilà, l'annoncer. 5 ans Ouais. après, il fallait annoncer, mais voilà, 5 ans après le trade, est-ce qu'on peut dire qu'OKC a déjà passé les Clippers au niveau du statut de contender? Hmm. Je vous laisse en juger. Ouais, tu peux même dire, ok, si, reste plus longtemps en playoff que les Bucks, les Sixers, etc. Même si c'est notre conférence, Ouais, fallait le caler aussi. on va dire, on va dire que les Bucks, il y a quelques circonstances atténuantes. Il n'y a pas Giannis de Oui, la c'est série. sûr. Lillard, il n'est pas là à partir du 3. Bon, les Sixers, ils tombent sur les Knicks, mais c'est pas vraiment un site 7. Tu vois, Hmm. ils auraient joué les Cavs ou le Magic, ils seraient passés. Mais là, les Clippers, ok, il y a la blessure de Kawhi, mais bon, quand Quand même. même. Non, je suis Ok, d'accord. si, voilà. Je suis d'accord. Mais bah, c'est une bonne transition. On va parler d'abord de la dynamique des deux équipes. Celle d'OKC d'abord. Bon, on va être honnête en termes de dynamique. On va presque uniquement parler de rythme et de jours de repos et de. C'est le Club Med, hein. Franchement, depuis un mois, ils ont rien foutu. Ils ont rien C'est vrai, foutu. les mecs ont joué 4 matchs de basket en 3 semaines. Limite, c'est une intersaison pour eux. Là, ça y est, Ouais. hein. C'est un training Ce que, camp, ce que en tu fait, joues hein. en une semaine d'habitude, hein, honnêtement. Ouais. Est-ce que ça t'envoie, toi, une limite? Est-ce que c'est bien? Est-ce que on va manquer de rythme, ces trucs qu'on voit souvent? Est-ce que t'es inquiet de ça ou pas? Inquiet, non. Je pense que c'est toujours un avantage d'arriver avec une fraîcheur physique supplémentaire par rapport à ton adversaire. Après, c'est sûr que il y aura quoi? Une semaine, non, plus d'une semaine, il y aura quoi? 10 jours d'écart entre le dernier match entre le match 4 face au Pélican et le match 1 Oh, une semaine? face aux Une Mavs. semaine, un Oui, tout petit une peu plus, semaine. ouais. Bah, Je sais plus. Ouais, on a enregistré mercredi. Ouais, ça devait être 10 c'était de jours. lundi 10 à jours à mardi peu ou de près. mardi à mercredi. Ouais, voilà, voilà. Ouais, à peu près 10 jours, quoi, une semaine et demie, alors que Dallas aurait eu 48 heures. C'est pas plus mal, on va dire, parce qu'on avait vu à la fin enfin, lors du match 4, Shea avait eu un petit souci au niveau de la cheville. On sait que Chet est un peu strappé au niveau, enfin, a une protection au niveau du genou. On a vu que J-Dub avait quelques protections aussi au niveau du pouce. Donc, voilà, tu peux remettre tout le monde au frais, on va dire. Après, c'est sûr que c'est pas forcément le manque de compétition va pas forcément t'aider à être complètement en rythme sur le game 1. Tu auras peut-être Hmm. quelques approximations, comme on a pu avoir sur le game 1 face au Pélican. Mais tu as un peu envie de dire que ce sera peut-être un désavantage sur le Game 1, par exemple. Mais plus la série avance, plus la série peut durer, plus avoir moins de kilométrage, ça peut être un avantage. Ouais, non, mais je suis, Donc non, je suis pas trop je suis inquiet. d'accord, ça va reposer un peu quelques corps, parce que même si c'était en 4 matchs, les matchs de playoff et les Pels qui étaient quand même assez physiques, c'est pas rien, Mm. c'est des grosses joutes que t'enchaînes assez rapidement.
haute intensité, c'est jamais de trop de repos. Après, effectivement, comme lors de la première série, bah, peut-être que tu auras un peu de crispation, un peu de manque de relâchement sur certains tirs parce que tu seras un petit peu en manque de rythme. Ça sera à regarder, effectivement. Mais je pense qu'on peut pas trop cracher sur le repos. Un repos que les Mavs, pourquoi eux, auraient peut-être pris un petit peu plus, auraient peut-être aimé en avoir un peu plus. Encore, ils sont pas allés en 7, c'est ce que j'avais Ouais, prédit. trop bien content de finir en Ouais, 6 je et pas pense. en 7 à mon Ouais. avis. Mais ouais, les Mavs, eux, sortent plutôt d'une série plutôt longue en 6, qu'ils ont quand même réussi à faire tourner sur les derniers matchs, j'ai envie de dire, à prendre le dessus sur ces Clippers, sans Kawhi certes, mais avec quand même des armes bien meilleures que les Pelicans, tu l'as dit. Mm. Et quand même à mentionner la perte de Maxi Kleber, qui n'est pas à négliger, on en parlera je pense plusieurs fois dans la rotation des Mavs, dans leur façon de jouer, qui est une petite perte, un peu importante pour eux en termes de role player. Mm. Même si c'est des postes où ils sont équipés, c'est pas en termes de profil, on va en discuter, ça sera intéressant de voir. Ouais. Oui, en termes de philosophie de jeu, Mm. ça va complètement changer parce qu'on a vu que globalement sur cette série face aux Clippers, bah, ils font que 2-2 hein, sur les matchs où Kawhi joue pas. Par contre, ils font 2-0 sur les matchs où ils C'est jouent. ça qui C'était est peut-être pas ouf. forcément une bonne idée. Bon, quand tu vois le niveau de Kawhi, c'était peut-être pas Mm. forcément une bonne idée, mais on voit, voilà, il y a eu la blessure de Maxi Kleber qui est un peu embêtante sur une charge. Pour une fois, c'est pas Jelling enfin, sur une tentative de provoquer une charge où il retombe sur l'épaule. Au moins, Jelling ne se fera pas taxer de blesser les joueurs. On n'a rien entendu sur interdire la charge, alors que l'an dernier, quand Giannis se blesse sur la même action, ça Mm. avait été un peu plus vocal, on va dire, les critiques. Mais non, toujours est-il que ça va leur poser quelques soucis. On a vu que Luka était quand même lourdement strappé au niveau de la cuisse droite. Donc voilà, avoir 48 heures de repos supplémentaires comparé à une série qui se terminait en 7, ce sera pas négligeable pour eux. Mais sinon, déjà des petites blessures, dont OKC pour l'instant est épargné. Et on a l'impression que, hormis OKC et Minnesota, c'est un peu les deux seules équipes qui n'ont pas leur lot de blessures, en espérant pour OKC comme pour Minnesota que ça reste ainsi, parce que c'est mieux des playoffs avec des effectifs en santé. Mm. Ouais, c'est toujours plus agréable, hein. C'est toujours plus agréable et Mm. ça fausse un petit peu les séries, ça fausse un peu tout. Non, mais effectivement, je pense que eux arriveront peut-être plus en rythme et encore mentalement dans le truc, on va dire, un peu concernés, c'est un grand mot parce qu'ils ne sont pas concernés en playoff, bon voilà. Mais par contre, ouais, beaucoup plus de fatigue, beaucoup plus de bobo encore. Mais peut-être ils auront ce rythme déjà présent, cette dimension physique qui sera encore présente. En plus, ça n'a pas blagué dans la série contre les Clippers, honnêtement. Mm. Ouais, ça va être intéressant de voir comment les deux équipes appréhendent ce match 1, qui sera quand même aussi qui est assez important hein, pour l'avantage du terrain. Voilà, c'est pas à négliger ce match 1, il ne faudra pas le prendre à la légère, je pense. Oui, bien sûr. D'ailleurs, je sais pas si le Thunder a vu ce qui s'est passé du côté de Philly pour le match 6 et du coup s'est dit bon, on va éviter ce qui s'est passé, mais vous ne pouvez pas acheter de place euh, directe, donc c'est-à-dire sur le site du Thunder pour le match 1, si vous n'habitez pas dans l'État de l'Oklahoma. C'est-à-dire que si vous êtes un fan d'OKC qui vivait dans le Texas, par exemple, il faut les acheter à la revente. Donc je pense qu'OKC essaye de verrouiller un petit peu les fans des Mavs qui pourraient venir. Mm. Donc voilà, c'est attention, grosse ambiance aussi, hein, que ce soit du côté d'OKC ou du côté de Dallas, deux grosses ambiances de playoff. Donc voilà, face à une rivalité un petit peu historique Ouais, aussi, c'est ce que puisque j'allais ce dire, sera ouais. quand même Mm. la quatrième fois que ces deux franchises s'affrontent après 2011, 2012 et 2016. C'est la première fois qu'ils sont en demi-finale de conférence. Mais voilà, on va dire que ça continue d'ancrer Dallas comme un peu l'adversaire historique du Thunder en playoff. Et globalement, les équipes du Texas, que ce soit Dallas, que ce soit San Antonio, que ce soit Houston, c'est souvent des adversaires qu'OKC rencontre en playoff. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est une petite rivalité qui va revivre, en plus à travers Luka et Shea, en plus un petit peu pour le Alors, MVP. ils n'arrêtent pas de se croiser les Ouais, deux, hein. Le MVP, la Coupe c'est du ça. Monde, là, les playoffs, Ça se bon, croise beaucoup, ouais. ils se croisent C'est souvent. intéressant, donc Mm. ça ajoute une petite dimension. Avant d'aller dans le cœur du sujet, parlons un petit peu des confrontations en saison régulière. Bon, ça va être très rapide, hein. Mhm. 3-1 pour OKC sur la saison. On va dire qu'il y a eu plusieurs matchs Non, 2-1. 2-1. Ah oui, bah, j'en ai rajouté un, tu vois. Ouais, 2-1, il y en a que 3. Il y en a un où on les a ouverts en deux en toute fin de saison parce qu'ils avaient mis à peu près Ah non, 3, t'as Ah oui, raison. c'est pour ça J'ai que t'as oublié oublié le dernier celui-là. match J'ai oublié celui-là, Oui, et tout c'est à pour ça. fait, tu as Mais raison. Tu il as compte raison. pas non plus, mais Il compte tellement ouais, pas que j'avais anecdotique. zappé de ma mémoire. Celui Ouais. pour aller chercher la première place où Dallas avait fait tourner OKC a fracassé le banc des Mavs. Bon, c'était pas très intéressant. Mm. Ensuite, plusieurs matchs sans Luka.
Il y en a justement, un samedi soir ou un dimanche soir en heure européenne où on se fait fracasser, à l'inverse. Mm. Et deux choses intéressantes quand même, il y en a un qu'on perd, où justement on se fait un peu casser la gueule physiquement, ça j'y reviendrai. Un, Non, c'est celui-là, ouais. un qu'on gagne de manière serrée mais en ayant une énorme avance remontée par le run des Mavs, si je me trompe pas. Ouais, le 30-0, Voilà. Ok, bien sûr. alors c'est dur d'analyser ces matchs parce que les Mavs déjà ont pas mal bougé à la deadline, parce qu'on les a Mm. rarement joué en configuration actuelle, j'ai envie de dire. Mm. Mais ça a été du spectacle par contre, les matchs de saison régulière entre OKC et les Mavs, hein. Ça a été, il y a eu soit des blowouts, soit des grosses comebacks, soit voilà, c'était spectaculaire. Ah, disons que le seul match que tu as joué face à ces Mavs dans leur configuration actuelle, c'est le samedi soir à Ouais. 21h30 où tu prends plus 35. Sachant que le match 3 aura aussi lieu le samedi soir à 21h30 à Dallas, histoire de remémorer de mauvais souvenirs. Je tiens à dire pour le registre, enfin pour l'enregistrement, que cette défaite face à Dallas, c'est ma dernière défaite en LT. C'était C'est un moment, hein. début février. Depuis, je suis sur 8 ou 9-0, je crois, sur les LT. Donc, celui-ci, comptez pas sur moi pour le refaire parce que des mauvais souvenirs. Non, non, mais après, tu l'as dit, le premier match, de toute façon, Kyrie est pas là, Luka joue 46 minutes et c'est le 30-0. Et de toute façon, l'effectif des Mavs, je crois qu'en sortie de banc, ça devait être Mais Josh il y Hart. avait, Jaden Hardy, Josh Hardy, n'importe quoi. Ça devait être il Jaden y avait du Seth Hardy, Olivier Curry, Maxence il y Prospect. avait, ouais, ça n'a Voilà. rien à voir quoi. Ça n'a rien à voir. Deuxième match, tu te fais ouvrir en deux. C'est leur premier match après les transferts, après l'arrivée de PJ Washington et après l'arrivée de Daniel Gafford. Et le troisième match, c'est un match sans Luka où OKC gagne, mais sans être particulièrement extraordinaire, on va dire, avec un J-Dub qui termine bien le match et surtout en face un Kyrie Irving Hmm. qui était exceptionnel. Kyrie Irving qui continue d'être exceptionnel, c'est-à-dire qu'il est tellement exceptionnel qu'il joue pas les premières mi-temps de la série. Il fait bon, la deuxième mi-temps, c'est bon, elle est lancée face aux Clippers. Là, je sais plus à combien il est. Je crois qu'il est à 8 points sur les premières mi-temps. Il est à quelque chose comme 20 sur les deuxièmes mi-temps avec des pourcentages de ma boule. Donc voilà, après, sur les confrontations de saison régulière, c'est difficile de juger, hormis sur certains points que tu peux juger dans le sens où les trappes, par exemple, sur Shea avec Derrick Jones Hmm. Jr., qu'on a pas mal vu. Josh Giddey laissé grand ouvert, ça, c'est un truc qu'on a vu sur les 3 matchs aussi. Donc, c'est plus sur ces aspects-là que vraiment sur tirer des conclusions sur qui est favori ou qui pourra avoir l'avantage. Ouais, puis après le match où tu perds large face à leur effectif, tu te fais tuer sur pick and roll, tu te fais tuer à l'intérieur. Gafford Mm. qui te détruit. C'est vrai qu'on était un peu Mm. dégoûté de leur avoir donné, entre guillemets, pour qu'ils te détruisent juste après. Non, ils étaient en feu, Mm. là, les nouveaux, sur ce match-là, et tu étais vraiment en galère là-dessus. Mais ouais, effectivement, tactiquement, de toute façon, ça va changer en playoff. Là, dès le premier match, on va avoir des nouveaux trucs, on va avoir des ajustements déjà. On va voir ce qui se passe. Est-ce qu'ils feront comme les Pelicans qui laisseront finalement pas Guidi tout seul? Enfin, il y a plein de choses. Donc non, ça va être très intéressant à suivre, mais ouais, dur de retirer pas mal de choses de ça, ouais. Et même les rotations, hein, même côté OKC, ça n'a pas forcément beaucoup évolué, mais côté Mavs, ça n'a rien à voir, quoi. Effectivement, hein, ça va être leur roster Bah, actuel a beaucoup, ouais, ça dépend de la trade deadline, quoi. Ça vient de là. ouais, c'est ça. Et puis, il y avait eu, sur le troisième match, il y avait eu la blessure de Josh Green aussi, qui avait loupé, il me Ouais. semble, que c'est quelque chose comme 4 semaines, 3 semaines, juste après ce match-là, qu'il est revenu dans la rotation. Voilà, côté OKC, de toute façon, comme le seul mouvement, on va dire, qu'il y a pu avoir, c'était Gasper, à savoir Gordon Hayward. Bon, on verra pas trop la différence finalement. Et même pas sûr, quand on fera les rotations, même pas Il sûr qu'il joue. se retrouve à avoir des minutes quand on voit le peu de temps de jeu à lui, notamment au match 4. Ouais, ouais, ouais. Euh, Parlons tactique, parlons point clé un petit peu Mm. de la série. Qu'est-ce qui va faire basculer la série d'un côté d'un autre? Qu'est-ce qu'il va falloir regarder? Constant, je te laisse commencer. De quoi tu veux me parler? Voilà, un point un petit peu collectif avant de rentrer dans le détail vraiment, c'est plus la gestion de la pace dont j'ai envie de parler parce que si vous regardez la pace globale vous prenez toute la série entre OKC et les Pélicans et vous prenez toute la série entre Dallas et les Clippers, il n'y a que le match 2 du Thunder qui s'est joué sur une pace plus basse que le match le plus élevé de la série entre Dallas et les Clippers. C'est-à-dire que on a eu une pace assez lente du côté des Clippers et des Mavs avec beaucoup d'isolation, beaucoup de switch et ensuite tu joues l'ISO, donc beaucoup de situations où tu manges de l'horloge, alors que du côté d'OKC,
que ce soit avec les paires de balles ou que ce soit avec un petit peu de jeu de transition, on a eu deux équipes qui ont essayé d'accélérer le jeu. Donc pour moi, c'est un point que je vais surveiller parce que on dit souvent que le jeu de transition en playoff, il n'existe pas tant que ça, mais finalement, on a bien vu sur cette série face aux Pélicans que OKC était parvenu sur certains matchs à se dépatouiller de situations offensives assez difficiles via du scoring sur le jeu de transition. Donc c'est un point que je vais surveiller avant même de parler sur l'éventualité de provoquer des pertes de balles. C'est est-ce que tu vas rentrer dans cette espèce de faux rythme qu'adorent jouer les Mavs avec Luka qui garde la balle pendant 15, 16, 17 Mhm. secondes avant d'envoyer un step back ou d'envoyer un lob pour Daniel Gafford ou Derek Lively? Est-ce que toi, de ton côté, tu vas essayer d'avoir des possessions offensives plus courtes avec peut-être un peu plus de jeu enfin, un peu plus de jeu en mouvement, un peu plus de jeu de collectif? Est-ce que tu vas arriver dans de l'isoché aussi qui garde la balle pendant 12, 13 ou 14 secondes? C'est sur ce point-là où je trouve que les Clippers ont parfois un peu pêché. Alors effectivement, quand tu as un joueur comme James Harden, tu joues aussi des possessions assez lentes, mais je vais surveiller cet aspect-là, de voir est-ce que tu rentres dans cette espèce de jeu de possession et vraiment dans ce jeu où tu comptes limite les paniers marqués tellement le jeu est lent, Mhm. tellement ça peut se jouer à assez peu de... Bah, ça tombe bien, c'est un truc que j'avais noté aussi. J'avais noté trouver Bah du voilà. rythme en attaque. Parce que, effectivement, j'avais regardé la pace bien plus lente dans la série Clippers-Mavs. Les Mavs qui perdent quand même beaucoup moins de ballons que les Pelicans parce que ça joue plus lentement, parce que tu as des bien meilleures manières de ballon aussi. Je pense Ouais, qu'il faut le c'était un mentionner. autre point que Ouais, j'avais. bah Ouais. là, concrètement, voilà, on y reviendra sur l'aspect créateur, mais voilà, tu as des manières de ballon Lucas Doncic, c'est pas Herb Jones, quoi. Concrètement, balle en main sur pick and roll, c'est pas pareil. Donc, non, je suis Mm. complètement d'accord avec toi. Est-ce que. Puis Ouais, Irving, c'est c'est pas ça. si j'ai ma Est-ce colonne que de... tu arriveras à accélérer le jeu et à les fatiguer, notamment si ça joue grand, si ça joue des grosses minutes, à trouver ton rythme de croisière, à trouver ton adresse qui est quand même bien plus élevée quand OKC augmente la pace et trouve des transitions. Est-ce que tu arriveras à provoquer ces turnovers qui te permettent de faire tout ça? Ou alors est-ce que comme tu l'as bien dit, tu tombes dans une guerre de tranchées où chaque panier vaut 10 points presque, tellement c'est dur. Un run, pour le coup, une avance de 10 points est très compliqué à aller chercher à l'ancienne, hein, honnêtement. Il y a de plus en plus, il y a eu des matchs comme ça là pendant les playoffs. Hein, et mine de rien, Mm. quand je, enfin, là, même sur des séries, que certains disent que la NBA ça défend pas, non, ça défend très fort des fois sur demi-terrain. Donc, non, je suis d'accord avec toi que ça a été un des facteurs importants de réussir à pousser la balle, de réussir à avoir ces transitions-là, de réussir à trouver de Chet en trailer, de réussir à se projeter vers l'avant. Pas forcément pour scorer, mais au moins accélérer le rythme et être pas dans ce jeu statique d'ISO où je pense qu'on sera en difficulté, même si on a des joueurs élites là-dedans. Hein, encore une fois, on a des joueurs potentiellement pour faire ça, mais je sais pas là où je serais le plus en confiance en fait de tomber là-dedans, effectivement. Ouais, et puis tu as parlé du fait que OKC pouvait se lancer, ou ça pouvait être une série sur laquelle tu pouvais arriver sur une espèce de guerre de tranchées, mais tu as des matchs qui sont serrés sur du low scoring. Hein. Le match 2 par exemple, je crois que ça se termine à 96, 93, quelque chose comme ça. C'est juste que tu as des matchs où c'est juste de l'adresse pure. Si tu regardes les EFG, les statistiques à l'EFG par exemple, donc l'EFG, c'est le pourcentage au tir et au tir à 3 points qui sont pondérés pour donner un truc un peu plus enfin, qui prend un peu plus en compte le 3 points que juste le pourcentage au tir global. Bah, vous regardez le FG des deux équipes, finalement, il est très élevé sur certains matchs, beaucoup plus élevé que ce qu'ont eu les Pélicans, et c'est un peu ce qui permet d'illustrer, de voir la capacité de shotmaking. Effectivement, si tu prends la capacité de shotmaking, que ce soit des Mavs ou que ce soit des Pélicans, ça n'a rien à voir. Donc, il y a des situations où OKC est parvenu à stopper l'attaque des Pélicans, une attaque qui était très faible, hein, soyons honnêtes, où tu avais des pull-ups d'Ingram qui étaient fortement contestés. Pardon. Par contre, si tu arrives sur des situations où c'est des setbacks ou des side steps de Luka Doncic, bah là, pour le coup, s'il met dedans, c'est difficile de Mhm. pouvoir le stopper. Donc, il y a une part non négligeable de shotmaking. Puis Kyrie Irving, en termes de shotmaker, il y a aussi deux, trois qualités. Donc je pense que c'est une part non négligeable de se dire que l'attaque est sensiblement différente et que tu as beaucoup plus de shot-making et que tu auras moins cette possibilité, on va dire, de faire des séquences absolument étouffantes comme ce que tu as pu faire face au Pélican parce que tu auras juste des situations de pur 1 contre 1 Ouais, où ce sera un step back de Luka Doncic. Alors Luka Doncic qui a quasiment rien mis sur la série à 3 points face aux Clippers, j'espère qu'il gardait pas tout son stock d'adresse pour il y a nous, moyen, mais il y a moyen. je- j'espère pas, j'espère pas. Toujours est-il que ça va être beaucoup plus simple pour l'adversaire du Thunder, vu que ce sera Dallas, de créer une séparation vis-à-vis du défenseur que ce que ça ne l'a été pour les Pelicans. Ouais, tu me fais une petite transition vers quelque chose que j'avais mentionné, l'un de mes points clés tactiques. T'as très bien dit que le fait que d'un Luka, d'un Kyrie, tu peux
plus difficilement les éteindre que Ingram, qu'avec le shot making qu'ils ont, ça devient bien plus compliqué à complètement les sortir du match. Et pour moi, même avec les armes défensives que tu as, qui seront Dort sur Doncic et sûrement J-Dub sur Kyrie, comme on a vu un petit peu la dernière fois, tu pourras Mm. difficilement les stopper entièrement, tu pourras difficilement empêcher Luka d'être en au moins 25, 8-8 ou des trucs comme ça, c'est presque impossible. Et Encore je suis gentil, 25, je suis c'est s'il est très malade, gentil hein. ouais, sur le 25. Donc la solution pour moi, et une chose que je vais regarder, c'est que les role-players des Mavs ne doivent pas t'arroser à 3 points ou te sanctionner constamment près du cercle, comme ça peut être le cas sur l'un des matchs de saison régulière dont on a mentionné. Pardon. Tu dois gagner cette guerre-là en Mm. fait sur l'adresse. Tu peux pas prendre, je sais pas s'il jouera, mais tu peux pas prendre des grands fruits, Tim Hardaway, des grands 3 de Josh Green, des grands 3 d'à peu près tout le monde. Bon, Maxi Kleber est plus là, ça aide beaucoup là-dedans, déjà on va se le dire, Mm. mais des grands 3 de PJ Washington. Si en fait tu laisses ton 1 contre 1 en gros à Dort et Jalen Williams qui font de leur mieux, et que tu les laisses faire leur 1 contre 1, etc., et que par contre, quand tu arrives à bien défendre, tu fais quand même sanctionner par les role-players, ça va devenir vite injouable. Ils sont construits comme ça, et c'est peut-être une différence qui est faite avec nous, où vraiment ils sont construits dans cette manière-là, ils ont vraiment leurs deux joueurs, ils les ont équipés autour, et ça fonctionne pour le coup entre les deux, parce qu'on pouvait se poser la question il y a quelques temps. Donc tu peux pas laisser les role-players te sanctionner. Et du coup, dans ma tête, je me pose la question, est-ce que tu dois autant aider que ce que tu as fait auparavant? Alors, tu as les armes de 1 contre 1, tu sais qu'ils vont marquer même si t'aides, etc. Est-ce que tu t'acceptes qu'ils te mettent allez, 70 points à 2, mais par contre les autres, tu sais qu'ils pèsent pas. Enfin, tu vois, c'est la question que je me poserais moi en tant que coach. Est-ce que c'est toujours tu choisis ton poison? Est-ce que tu trappes Luka Mm. dans tous les sens et tu l'empêches de jouer? Ou est-ce que tu dis, bon, j'accepte qu'ils m'en mettent beaucoup, par contre les autres, ils ne verront pas le jour? Tu vois, c'est toujours ce point-là que j'ai hâte de voir comment on va gérer en fait. Est-ce qu'on sera capable de soit de limiter les deux stars, soit de vraiment éteindre le role-player et d'être très bon dans les aides parce que ça va être déterminant pour moi dans la série. Est-ce que tu es sur des trappes et du coup dans des rotations défensives plutôt longues et dangereuses? Est-ce que tu restes sur du 1 contre 1 pur et t'aides en dernier recours et par contre tes rotations tu dois être très fort derrière? J'attends de voir vraiment. En fait, c'est tout le sel, c'est la Ouais. capacité de tes défenseurs à ne pas suffisamment attirer, enfin, à suffisamment rester devant l'attaquant pour pas forcément attirer d'aide. Et ça vient avec un autre point, c'est que les Clippers ont énormément switché. Alors c'est mal du pis ces derniers temps. Je regarde beaucoup les équipes qui, enfin, quand je regarde les possessions défensives, je regarde beaucoup si tu switches ou si tu switches pas. Et je vois quantité d'équipes qui switchent pour absolument aucune raison. Ça, c'est un truc qui me frustre Mm. pas mal en ce moment. Je sais pas, il faudra m'expliquer pourquoi. Toujours est-il que les Clippers ont forcé, et enfin, ont concédé énormément de switch assez facilement à ces Mavs qui ensuite se sont égalés. Là où je pense que OKC concédera moins facilement les switches, notamment potentiellement avec Luka Doncic sur la Ouais. pose d'écran. Donc voilà, Lou Dort, on a vu ce qu'il avait fait pour refuser les switches face à Brandon Ingram. Alors, c'est pas la même capacité de déclencher. C'est-à-dire que si jamais tu as une pause d'écran avec, je sais pas, moi, entre Daniel Gafford et Kyrie Irving, bah, si jamais tu as un demi-écran de retard, Kyrie Irving, il est capable de pull-up, hein, s'il a un demi-écran d'avance. Là où Lucas, c'est plus du side step, du step back, c'est plus du jeu d'isolation, un peu comme ce que peut faire chez. Et oui, on l'a vu, il y a plein de situations où le défenseur des Clippers, eh ben, en fait, il se retrouvait tellement battu sur la situation de 1 contre 1 que forcément ça venait amener une aide et cette aide pouvait ensuite se faire sanctionner sur un lob pour Gafford ou Derek Lively ou Mm. sortir pour un shooter dont Maxi Kleber. Donc oui, disons que OKC, je pense, avec comme Kawhi était blessé, je pense que OKC a plus de personnel défensif pour être capable de rester un peu plus devant le défenseur que ce que l'ont fait les Clippers, surtout que tu vas moins donner de switch que ce que eux ont donné. Mais à voir comment ça va être possible, parce que Luka, tu as parlé du fait de trapper. Luka, c'est un peu comme Jokic, et parmi les deux meilleurs joueurs peut-être sur la gestion des trappes. C'est-à-dire que Luka, quand il est trappé, il n'y a pas besoin de faire une passe enfin l'avant-dernière passe pour qu'ensuite le joueur qui reçoit la balle via la trappe de Luka puisse faire la passe décisive. C'est que Luka, il va Il directement saute, faire ouais, la passe ouais. décisive. Voilà, il saute l'avant-dernière passe. Donc, c'est difficile de jouer sur ces trappes-là. Kyrie, peut-être un peu plus. Mais moi, je pense que avant même d'arriver à ces considérations de trappe, la priorité, c'est d'être suffisamment bon pour pouvoir rester un minimum devant le vis-à-vis et pour éviter d'attirer l'aide, même si on sait que OKC
attire, enfin, est quand même assez généreux, on va dire, donne pas mal d'aide, ce qui peut Mm. un peu aussi déséquilibrer sur le rebond off, qui est un point que les Mavs ont pas mal utilisé sur une partie de la série. Ouais, tu donnes beaucoup d'aide, mais peu de switch, effectivement, comme Mm. tu l'as dit. Et c'est vrai que dans la série Clippers-Marv, on se souvient de la fin de match d'Harden où même les Mavs donnaient énormément de switch. Et Harden Mm. avait sanctionné beaucoup ça. Je suis pas sûr qu'il fasse la même chose aussi contre nous à voir, mais ça sera peut-être à exploiter et à surveiller des deux côtés du terrain, en fait, dans quelle mesure tu arrives à provoquer ces switches-là et comme tu l'as bien dit, rester face au gars, pas te faire blow-by parce que c'est là que ça va devenir très compliqué avec les capacités d'un Doncic. S'il a un pas d'avance sur toi, c'est terminé. Alors que si tu arrives un peu comme Dort a fait sur Ingram, mais de manière différente, c'est pas le même joueur, mais de rester collé, de rester face et de le gêner au maximum, ce qu'il a déjà très bien fait d'ailleurs, Dort. Hein. Ça alterne entre les matchs, j'ai envie de dire sur ça, il a déjà très Ouais, bien fait. cette année, Ouais, bof. ouais. Mais il y a eu des matchs où il l'a rendu un peu fou quand même aussi, donc c'est vraiment à voir comment tu arrives à gérer tout ça. Et puis bien sûr, bah là aussi tu en as parlé un petit peu, moi un autre point tactique clé, c'est physiquement, si tu arrives à répondre à cette équipe-là, qui est quand même, je trouve, beaucoup plus dimensionné que toi, j'ai envie de dire, Mm. qui a deux pivots de grande taille qui peuvent beaucoup embêter Chet, je sais pas. Parce qu'ils n'auront pas de post-up contre Valanciunas, mais par contre, dans l'aspect athlétique vertical et rebond off, etc., ils vont être très présents. Tu as un peu moins que peut-être même que les Pels, mais tu as un peu d'armes à envoyer sur tes porteurs de balles. Mais physiquement, ouais, eux, ils vont appuyer où ça fait mal, quoi. Le Doncic, c'est pas le dernier, même si on a l'impression qu'il est lent, physiquement, il est grand, il est costaud, il prend l'air bon, il fait de la place. Donc ça, pour Mm. moi, ça va être déterminant, et c'est quelque chose qui avait posé problème contre eux, avec Gafford notamment, qui était en fait trop souvent près du cercle en position favorable. Sur des rebonds, sur des alley-oops, sur ces choses-là, et où des endroits où t'as pas le temps d'aider, ou alors tu vas faire faute, c'est obligatoire, quoi. Et ça, c'était assez problématique. Et ça va dépendre effectivement de comment déjà tu arrives à gérer le drive pour pouvoir empêcher ces coupes-là ou ces prises de position-là qui te font excessivement mal. Oui, et puis même sur la série face aux Clippers, on a vu que les Clippers avaient quand même un déficit d'intensité face à ces Ouais. Mavs. Beaucoup de situations, les Mavs étaient très physiques, effectivement. Quand tu as PJ Washington au poste 4, bah en fait, au OKC, il serait limite poste 5, vu les mensurations du gars. Donc c'est sûr que avec la blessure de Maxi Kleber, déjà, bah, ils vont passer sur 48 minutes de verticalité au poste de pivot. Hormis s'ils passent sur du PJ Washington en 5, voilà, c'est la question qu'on se posait juste avant. Peut-être à voir, mais ça viendra sur un autre point dont je parlerai tout à l'heure, plus sur le spacing. Toujours est-il que Gafford et Lively, c'est deux joueurs qui sont pas juste des bâtons sauteurs, on va dire, près du cercle. C'est-à-dire que ils ont une espèce de petit hook ou de Mm. petit move à 1 mètre du panier qui peut être un peu embêtant. C'est pas que des mecs, c'est pas Clint Capella, quoi. Ils ont un tout petit peu de move. Donc oui, tu n'auras pas des situations de pur post-up, mais tu auras ces situations-là où tu auras un déficit de taille, à voir comment tu peux combler, notamment sur les drives à l'intérieur. Comme tu l'as dit, tu auras peut-être un déficit de qualité athlétique ou d'intensité qu'il va falloir gérer. Et je pense que l'absence, encore une fois, de Maxi Kleber peut donner une solution à Casey qui est un peu d'essayer de boucher un peu la raquette et de forcer ces Mavs à sanctionner sur du 3 points, Ouais, ce qu'ils n'ont pas toujours bien fait face aux Clippers. ouais. Et tu vois, ça rejoint le point du coup de limiter leur adresse après derrière. Tu dois obliger un peu ça et peut-être que tu dois faire ce jeter de pièces où tu dis bon, bah allez, on laisse peut-être certains joueurs prendre des tirs ouverts et voir quel pourcentage ils ont. Est-ce qu'un Derrick Jones sera à droit tout le temps? Est-ce qu'un Josh Green sera à droit tout le temps, etc. Ça va être peut-être aussi ça la clé effectivement de tout ça, ouais. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu avais d'autres points peut-être tactiques à ajouter? J'en ai encore un ou deux. Non, bah, pour moi, c'était, enfin, développer un peu plus ce point-là. Pour moi, la blessure de Ouais. Maxi Kleber change un peu tout. C'est que les, les ailiers, on va dire, des Mavs sont pas forcément des bons tireurs ou sont pas des bons. Ou quand ils sont des bons tireurs, c'est sur des petits volumes, on va dire. C'est que PJ Washington, c'est pas un bon shooter. Il s'est fait sanctionner sur le début de la série, on va dire, face aux Clippers, un peu moins sur la fin. Dante Exum est un bon shooter. Il a pas mis face aux Clippers, mais là aussi, c'est sur un petit volume. Derrick Jones Jr., tu en as parlé. Sur la saison régulière, il tirait plutôt bien, mais sur le premier tour, il a pas très bien tiré. Tim Hardaway, il est blessé. Et en Mm. plus, quand il est pas blessé, il est nul. Donc, ça fait un sacré paquet de temps qu'il est pourri, Tim Hardaway.
Donc même si c'est un profil contre nous, ça Ouais, c'est un profil clairement. qui est capable de prendre feu s'il joue. Ça on le connaît, ça le team Hardaway, il a déjà mis plusieurs fois dedans face à nous. Mais voilà, je pense que euh, avec la blessure de Maxi Kleber qui fait que tu peux pas forcément passer sur du small ball 5 sur 10 minutes, on va dire, ce qui peut changer pas mal de choses 10 minutes sur un match. Et bah du coup, tu étais un peu en manque de vrais shooters fiables à 3 points. Hormis, voilà, si Kyrie, tu le mets en catch and shoot, ce qu'il est capable de faire aussi, mais peut-être un peu plus boucher la raquette et faire ce que font pas mal d'équipes finalement sur ces playoffs, d'un peu moins considérer le 3 points même si tu peux avoir une réussite adverse sur la soirée. On voit beaucoup d'équipes qui sont très à droite à 3 points, bah, notamment cette nuit entre les Wolves et les Nuggets, où tu as plus tendance à protéger le cercle, quitte à te faire un peu ouvrir à 3 points que l'inverse. Donc, ça peut être une solution du côté de Casey pour essayer de contrer défensivement, de dire non, là, le lob de Luka Doncic pour Derek Lively, on s'est fait avoir 2 fois dans le premier quart. Maintenant, on va éviter de le Ouais, faire, quitte à laisser du PJ Washington ouvert dans son corner. ouais, je suis d'accord. Est-ce que tu as une stat qui dit que l'adresse à 3 points baisse en playoff, ce qui pour moi est vrai, et que l'adresse au cercle ne baisse pas forcément, peut-être que c'est pas vrai, mais tu vois, j'ai tendance à dire que la moyenne à 3 points de la ligue, dès que tu passes le stade playoff, baisse par une question d'intensité, par une question que tu as moins de tirs wide open, parce que même quand tu es en retard, tu vas faire peut-être le petit effort supplémentaire pour sortir sur le gars, etc. Je sais pas s'il y a une vraie stat qui existe sur ça, honnêtement. Si, attends, je vais te lancer Clean the Glass, je vais te trouver ça tout de Parce que je suite. pense que c'est vrai cette année en Euh, tout cas, mais 36% à 3 points. Non, ça c'est la fréquence, excusez-moi, je vais vous mettre l'accuracy. 35% à 3 points pour l'instant sur le début des playoffs. Et sur la saison régulière, c'était combien? Ça charge. C'était 37. Non, oui, si, 37 points, c'est beaucoup, hein. bah ouais. 37% à 3 points cette saison. Parce que tu vois, je regardais les Et stats et OKC était la meilleure équipe à 3 points en playoff pour l'instant avec 38%. Donc je me suis dit que ça doit baisser parce que nous on était plus haut que ça et que voilà. ouais, ça fait 2 points de Mm. pourcentage en moins à 3 points et 3 points de pourcentage en moins sur les playoffs. Ouais, tu vois. Donc effectivement, moi cet aspect de plus laisser les Enfin, tirs. en playoff, Ah, au cercle, excusez-moi. ouais. Ouais, au cercle. Mais cet aspect de laisser les tirs peut-être un peu plus à 3 points où les joueurs bah, sont plus dans le jus, ont des plus grosses minutes à jouer, ont plus. Enfin, tu vois, c'est différent aussi. Hein. Ou potentiellement en playoff, et ben, si tu ne défends pas, t'es pas sur le terrain, alors que si t'attaques peut-être un peu moins bien, tu peux l'être, même si tu défends très fort, à voir. Mais, euh, mais ouais, je comprends totalement l'argument, et pour moi, ouais, ça va être un facteur clé. Et effectivement, ça me ferait quand même plus chier de me faire détruire à l'intérieur et de rester pantois, entre guillemets, que de te faire allumer où tu peux te dire, bon, bah là, on a fait des choix, là, ils ont mis dedans, le match d'après, peut-être qu'ils mettront pas dedans, et voilà. Alors que près du cercle, tu sais que, bon, bah, un alley-oop avec Gafford, c'est un alley-oop avec Gafford, hein, soir après soir, il sera à 95%, on va dire. Donc, Et non, puis c'est 2 points, hein. oui, c'est deux fois. Oui. Donc, non, je suis complètement d'accord avec toi. À voir après, est-ce que nous, on est capable de faire un mur comme on font certains face à Shea, etc., pour limiter les drives de Luka et pour les obliger à prendre des step back ou des side step avec Kyrie, qui sont capables de mettre, hein, je dis pas le contraire, mais est-ce qu'on on Mhm. fait ça? Est-ce qu'on est capable de le faire? On l'a rarement fait. Ou alors est-ce qu'on fait Mhm. plus une défense, j'ai envie de dire à la Wolf, où on défend très très loin du panier et avec une énorme intensité sur le porteur à jeter un petit peu partout. Ça aussi, je sais pas si c'est une grande solution face à Luka, mais j'ai hâte de voir ouais, comment on s'adapte. Ouais, ou alors tu fais une zone, tu fais genre Bah, on en fait toujours un 7 petit matchs de peu, on en fait zone. toujours un petit peu, hein, Ouais. tu me Et là, diras. tu fais à la Miami, tu fais que ça. Après, Tu fais à la Miami l'an dernier, là, tu fais que de problématique la d'une zone. zone, c'est que souvent on remonte et friable, quoi. C'est. Ouais, et puis le jeu intermédiaire, comment dire, Kyrie Irving dans le jeu Ouais. intermédiaire, il est pas trop mauvais, et puis Luka Doncic, il est pas Mais trop disons que mauvais non plus, c'est ça aussi. s'il commence de faire jouer Kyrie off-ball sur la zone, elle met à faire jouer au poste et tout, ça va vite être chiant, effectivement. Ouais, et puis même si tu construis un mur, finalement, tu vas laisser potentiellement des situations de flotteur Hmm. ou de teardrop, allez, de flotteur teardrop à 2 mètres du panier, tu sais faire aussi. C'est toute la problématique, hein. Luka Doncic est un excellent joueur de basket, C'est donc chiant, il est c'est chiant. difficile ouais, de trouver des situations pour le stopper, mais sur ça, je suis d'accord. Je pense que le mur, après, même si tu construis un mur, Kyrie, il est capable de te finir près du cercle avec un mur, vu les capacités de finition et de handle. Donc, c'est ces deux-là qui posent problème. Je pense qu'il y a... Les Clippers ont essayé de dire bah, on va sanctionner P.J. Washington, ou alors
Tu vois, t'as parlé des Wolves. Les Wolves sur le Game 1 face aux Nuggets, ils calculent pas du tout Aaron Gordon. Ils Mm. mettent Gobert en roamer dessus. Donc c'est très efficace. Sauf que OKC n'a pas ce Nasrin, n'a pas ce Karl Anthony Towns, ce profil un peu grand qui peut venir contenir, on va dire, l'intérieur adverse. Donc tu peux pas mettre un J-Dub sur un Derek Lively, par exemple, avec Chet sur PJ Washington et qui joue en roamer. C'est pas possible. Il va se faire bouffer. Donc c'est une situation complexe. Donc pour moi, un des points, c'est effectivement un peu boucher la raquette, ou en tout cas essayer de stopper ce two-man game entre Luka et le pivot, quitte à forcer un peu les Josh Green, les Dante Exum, les Derrick Jones Jr., PJ Washington à mettre dedans. Carrément. Et j'avais un autre point tactique que j'ai oublié avec la fin de ta phrase. C'est pas très Ah, grave. coup dur. Ah, je peux en faire Non, un! c'est pas Je très peux en grave. faire Non, un! mais ah si, je me souviens bien. Et en fait, cet aspect-là, pour moi, aussi de relation à deux avec le grand et de dimension physique qu'ils auront supplémentaire, tu peux réussir à limiter ça si tu les forces à jouer petit parce que tu sanctionnes leur grand. Parce qu'un Mm. Lively est trop exposé au large, parce qu'un un Gafford est trop exposé au large et ils n'ont pas la protection de cercle attendue, parce qu'au final, t'as tes accès au drive et t'as tes mid-range et tu les obliges un peu à aller dans plus du switch, à aller avec des joueurs plus dynamiques et qui sortent un peu plus, avec PJ Washington en 5 par exemple. Et du coup, tu te retrouves face à du small ball et là, t'as potentiellement gagné parce que tu pourras toi aussi jouer petit. T'auras pas forcément besoin d'avoir un Jalen ou autre, et ça on en reparlera, ou tu pourras jouer avec du Kenrich et tu pourras avoir bien plus d'espace. Même avec du J-Dub en 5, on l'a fait très peu de temps sur les Pels, mais on l'a fait, sur ils ont joué small ball. Mm. Ça peut être ça aussi la solution pour défendre indirectement, j'ai envie de dire, l'impact physique des Mavs et leurs grands, c'est de les sanctionner tellement fort de l'autre côté du terrain que le coach commence de se dire bon, qu'est-ce que je fais est-ce que je les laisse? Est-ce que c'est trop négatif? Est-ce qu'il m'apporte assez? Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Après, je vois difficilement les Mavs faire ça, de par l'absence de Kleber, encore une fois. C'est que du coup, tu trouves. Ouais, hormis PJ Washington, mais il apporte pas suffisamment de spacing pour renier les capacités de lob ou de Hmm. poseur d'écran de Lively et de Gafford. Alors que Kleber, il apportait vraiment du spacing. Il était, je sais plus, je crois que c'est le match 4 où il est à 5 sur 7 à 3 points, enfin, où il est excellent. Donc, ou le 5, il me semble que c'est le 5. Mais voilà, donc c'est sur cette problématique-là. Après, il y a un autre point défensif, parce que finalement, on a parlé que de défendre les Mavs, on a fait quasi aucun point sur l'attaque d'OKC. Mais pour moi, le dernier point un peu défensif, c'est bah là, tu joues une top équipe pour ce qui est de la conservation Ouais. de la balle. En même temps, il y a beaucoup d'ISO, donc t'es un peu moins sujet aux pertes de balles quand tu joues beaucoup d'ISO. Mais là, est-ce que OKC, on l'a vu face aux Pélicans, ça marchait très bien. Là, tu joues deux autres ball handlers et tu sais que globalement, c'est les deux mêmes qui vont garder la balle ou en tout cas qui Ah vont là, ouais. initier l'attaque. Donc, pour le coup, essayer de piquer la balle à Kyrie ou essayer de piquer la balle à Luka sur des situations de 1 contre 1, ça va être beaucoup plus dur que sur des situations de post-up, par exemple, de Brandon Ingram ou de situations off-screen avec Trey Murphy. Donc, ça, c'est un point que je trouve intéressant parce que la défense de Casey n'est jamais aussi bonne que lorsqu'elle force des pertes de balles et tu joues une équipe qui en perd très peu, que ce soit sur la saison régulière ou que ce soit sur les Ah, puis playoffs. là, ouais, effectivement, les autres, ils touchent pas la balle pour créer, quoi. Ils touchent la balle pour éventuellement Oui. finir, faire une extra passe au mieux, et c'est à peu près tout. Non, non, clairement, je suis d'accord avec toi. Et même en sortie de banc, il y aura toujours un des deux sur le terrain. Je suis pas sûr qu'on ait du Hardy, qui est peut-être le seul derrière qui peut avoir la balle. Je Non, suis pas sûr qu'on le verra. Donc, non, non. non. Ah, après, un Exum peut-être un peu avoir la balle. Mais je suis pas sûr qu'il lui Ouais. donne énormément. Je pense que, Pas vraiment utilisé ouais, je comme pense ça. que s'il rentre, ça sera surtout pour défendre sur Shea, etc., à mon avis. Oui, on mettre les 3 points, hein, parce Ouais. que lui, pour le coup, cette saison, il était particulièrement adroit. Il n'était pas adroit sur la série non Hmm. plus, donc, mais à voir, à Ouais. voir. Après, de l'autre côté du terrain, niveau attaque pour OKC, et je l'ai vu passer dans le chat, notamment Kamel qui en a parlé. Pour moi, tu dois réussir à avoir un Shea un peu plus libre, un peu plus pas dominant parce que vu les joueurs qu'il y a dans la série, dominé, voilà, mais un peu plus libre, un peu plus maître de ses actions, avec un peu plus de voilà d'espace pour lui, avec un peu plus de facilité à aller dans ses spots, parce que tu n'as pas un Herb Jones sur le dos. Parce que tu n'as pas Mm, forcément la défense des Pélicans, ça m'impressionne un petit peu moins celle-ci, bien que tu as, t'as de quoi mm. faire. Mais pour moi, tu dois réussir à trouver des solutions, à potentiellement aussi casser un peu la protection de cercle, que pour moi, tu peux sanctionner. Je ne sais pas si je suis encore entièrement fan de Gafford, Lively en protection de cercle, c'est grand, etc. Mais c'est pas d'un niveau d'un chat, c'est sûr. J'attends de voir comment ils arrivent à gérer nos drives, etc. Et voilà, t'as pas la même mobilité sur pick and roll aussi que certains, que voilà, donc
j'ai vraiment envie de voir un Shea un petit peu plus libéré là sur cette série-là. On a eu la première où J-Dub a pris un peu la couverture vers lui parce qu'il avait eu beaucoup plus d'espace. Là, pour moi, il doit réussir à se libérer un petit peu. Et je pense pas que ça sera le meilleur joueur de la série, mais ça serait bien que ça soit, Ça va être mais dur. ça serait bien que ça soit peut-être au moins le deuxième et que t'aies pas Kyrie et Ah oui, Doncic en oui. représentation, sinon ça va devenir compliqué. Ah bah si c'est pas le deuxième meilleur joueur de la série, ça va être Ouais. différent. Enfin, si Luka et Kyrie sont les deux meilleurs joueurs de la série, tu peux plier boutique, hein. C'est la même chose qu'on a dit pour les Pélicans, hein. Ça va être très difficile. Après, tu as parlé de la protection de cercle des Pélicans. 68 sur 136 pour les Clippers sur toute la série, hein. Ça fait que Hmm. 50%. Personne Ouais. n'a de meilleur pourcentage. Enfin, personne. Soit vous prenez pour les Clippers, soit vous prenez pour les Nets. Mais en gros, c'est le meilleur pourcentage ou le pire pourcentage de réussite près du cercle sur tous les playoffs, enfin, sur ce premier tour. Donc attention quand même. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure défense près du cercle, hein, parce que ça, c'est plus un domaine qui est réservé du côté du Minnesota. Mais par contre, on va dire que les deux seuls matchs que les Clippers remportent de la série, c'est des matchs où ils ont une adresse incroyable à Hmm. 3 points, notamment sur les pull-ups. Donc ça, c'est un truc qu'OKC n'a pas. Hormis J-Dub, hein. Hmm. T'as Un pas pull-up à ça, 3 OKC, points, non, t'as personne. t'as pas hormis si tu considères que le step back de Shea à 3 points, c'est du pull-up, mais bon, c'est de la création individuelle, mais il l'utilise tellement, il est tellement peu adroit Hmm. récemment que c'est pas forcément une arme. Et t'as parlé, pour moi, j'étais un peu sceptique, on va dire, de la série de Shea, ou un peu déçu, et je pense que là, c'est aussi une série où il doit augmenter son volume de tir. C'est-à-dire que c'est un truc qui me frappe en regardant les Clippers, en regardant les Wolves, en regardant les Knicks. Alors, c'est vraiment l'exemple Hmm. ultime. Les joueurs augmentent leur volume de tir, ce que Shane n'a pas fait sur le premier tour. Je dis pas, je veux pas qu'il fasse comme les grandes années de Russell Westbrook à prendre 40 tirs par match, mais il peut pas rester dans des situations où il est à 19, 20, 21. Et pour moi, ça vient aussi de la façon dont il est servi. Parce que tu as parlé du fait qu'il n'y avait pas Herb Jones, sauf que sur les matchs où Hmm. Shea a joué face aux Mavs, ils envoyaient beaucoup de trappes. Ça, c'est un truc qu'OKC a revu face aux Pélicans, hormis sur le match 2, ils ont envoyé beaucoup de trappes sur Shea. Et moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Et là, pour le coup, c'est bien d'avoir cette série face à Dallas parce que Doncic ça arrive tout le temps. Pourquoi OKC ne fait pas des situations d'un contre un, d'ISO de Shea, sans une pause d'écran pour attirer la trappe, avec tous les autres joueurs qui sont côté opposé? Ça, est-ce que vous avez vu des situations comme ça pour OKC cette saison, hormis quand Shea, il est vraiment, allez, on va dire, il est parallèle au panier où il fait ses situations de post-up, il fait un turnaround fadeaway. Il y a des situations d'ISO où il est, allez, à 45 degrés à peu près, face au panier, donc pas en situation de post-up, avec tous les joueurs qui sont côté opposé. Ça, je n'ai pas le souvenir de l'avoir vu à OKC cette saison, alors que Dallas le fait absolument tout le temps. Et je pense que bah, si tu restes encore une fois dans ces situations de on vient toujours poser un écran pour essayer de forcer un switch, les Mavs vont venir trapper. Et on sait que chez à partir du moment où il est trappé, c'est pas Luka Doncic en termes de lecture de jeu, en termes de capacité à réagir à ces trappes. Donc, ça, c'est un premier point. Et mon point initial, c'est il doit absolument augmenter son volume de tir. C'est-à-dire que tu peux pas rester dans des situations où tu as 3 à 4 minutes sans qu'il tente un tir. Il doit être dans ces considérations bah voilà, de superstars qui augmentent leur volume tout en gardant relativement la même efficacité en playoff. Bon, après, tu vois, la situation que tu décris là, avec l'ISO entièrement sur un côté, et tu peux vite te mettre un peu dans la merde, j'ai envie de dire, où bah, t'as pas. Je sais pas si la capacité de Luca, et tu l'as dit, de faire une transversale à l'opposé pour joueur à 0 degré tout seul, avec un ou deux joueurs qui arrivent sur lui, quoi. Je pense qu'on sera plus dans la recherche de passer l'un des joueurs, aller chercher une faute ou quelque chose comme ça. Et je trouve ça assez risqué en fait de faire ça. Parce que tu risques de perdre la balle assez fréquemment, j'ai l'impression. Et je sais pas si lui il a la capacité pour l'instant de répondre à ça. Après, ça peut être un skill débloqué pendant la série, j'ai envie de dire, hein, mais j'y crois moyen. Et je pense qu'on est plutôt sécuritaire à mettre un joueur de secours sur le côté, à limiter ce genre de situation où, comme tu l'as dit, on le libère peut-être avant. Après, ce qu'on doit faire et peut faire, c'est. Alors, du coup, ça va dans l'inverse de ce que tu as dit, mais si Shea est constamment trappé, c'est se servir de ça. C'est eh ben, il trappe, parce que si on essaie de le libérer sur un écran, bah, tu joues avec les autres joueurs. Tu te sers de ce 4 contre 3 créé potentiellement, peut-être en lui ne donnant même pas la balle. S'ils anticipent tellement la trappe qu'il n'a pas la balle, peut-être que tu sautes ce joueur-là et qu'en fait tu t'en sers juste de l'heure, j'ai envie de dire. C'est vraiment à voir, est-ce que Shea va débloquer ses capacités off-ball d'attirer autant les joueurs, ou est-ce que vraiment ils Bof. attendent qu'il ait à balle et après ils arrivent à deux, et dans ce cas-là,
c'est comme tu l'as dit, c'est difficile, je trouve. C'est encore difficile pour lui. Sur le 1 contre 1, il est injouable. Sur le 2 contre 1 contre 2 plutôt, je trouve qu'il y a, comme tu l'as très bien dit, il y a des joueurs bien meilleurs que lui pour sanctionner ça, avec des visions de jeu et pour le coup aussi de la taille supplémentaire pour passer au-dessus des défenseurs, pour faire des passes, des skip passes un peu au-dessus de tout le monde, etc., qu'il n'est pas capable de faire. Oui, et puis aussi l'altruisme C'est nécessaire. vrai, c'est C'est-à-dire vrai. que la passe, c'est souvent la second thought, enfin, c'est souvent la deuxième pensée de Shea quand il y a une trappe, quoi. C'est scorer, puis après, quand il voit qu'il n'arrive pas à créer la séparation, ou quand il voit que l'espace est bouché pour pouvoir driver sur la trappe, bah, là, il fait une passe. Mais au niveau du playmaking, il y a beaucoup de situations où il était en galère. Alors, c'était plus ou moins bien en fonction des matchs de la série face au Pélican, mais toujours est-il que, oui, on va dire que si tu es dans une situation de pure défense individuelle, les Mavs n'ont pas Herb Jones. Mm. Largement. Ils n'ont pas du tout Herb Jones. Au mieux, ils mettront Derrick Jones Jr., qui est aussi un profil grand, athlétique, long, mais qui n'est pas du niveau de Herb Jones. Par contre, les trappes, je pense qu'on les verra beaucoup. Et surtout, si tu arrives dans des situations de trappe, bah, ça va être enfin, ça va être du pick and pop pour Jeline, du pick and pop pour Chet. Tu as assez peu de situations en fait où tu as on l'a assez peu vu sur le premier tour où tu as des situations où c'est, je sais pas, Kayson Wallace qui pose un écran, c'est J-Dub qui pose un écran pour Shea. Et du coup, en fait, les trappes lorsque Shea était trappé, la passe, c'était toujours pour un pivot qui tirait à 3 points. Ce serait intéressant potentiellement de voir un Kayson Wallace ou un J-Dub ou même un Lou Dort qui pose un écran. Du coup, s'il y a une trappe, pas forcément prendre le tir juste après la passe, mais du coup essayer de débloquer quelque chose balle en main, ce qu'on n'a pas trop vu face au Pélican. Mais toujours est-il que ça doit être une série où il doit être bien meilleur que ce qu'il était face au Pels, soyons honnêtes, et surtout il doit un peu plus augmenter le volume de tir selon moi. Ouais, il n'y a que Dort qui l'a fait un peu ce que tu décris là. Sur le Ouais. match 4 notamment, si je me trompe pas, ou l'un des derniers matchs où il utilisait un peu en poseur d'écran, il fait une ou deux actions sur short roll intéressantes, où lui, Kurt Rackett, il avait réussi à trouver un peu les tirs ouverts à 3 points, etc. Donc ça, c'était assez intéressant. Mais oui, après, Mm. autant le premier tour, t'avais une marge telle que même avec un chez moyen, c'est un grand mot, mais pas élite, Ouais, moyen. t'es passé largement parce que t'avais quoi, les 4 meilleurs joueurs de la série. Et Mm. autant là, ça va être d'une autre paire de manches. Et si Shea n'est pas un niveau, on va dire, de saison régulière potentiel Son niveau, MVP, ouais, quoi. voilà, c'est ça, son niveau, tu seras vite en difficulté parce que ça va sanctionner, parce que je trouve que ces Mavs-là, tactiquement, ils sont un niveau au-dessus aussi, dans les ajustements, dans l'expérience playoff, dans ce qu'il faut faire, dans comment on peut mettre à mal un petit peu l'attaque et la défense adverse, etc. Ils sont un niveau bien au-dessus des Pels et donc il faudra que tu répondes aussi toi là-dedans. Ouais, après, Jason Kidd est-il un meilleur coach que Willie Green? Ça, c'est la question, mais Oui, mais Luka euh, Doncic est un meilleur coach que... Non, je rigole, mais voilà. ouais, si, c'est un meilleur. Non, mais on va dire que c'est des meilleurs floor leaders, Ouais. c'est des meilleurs chefs d'orchestre, on va dire, que Ingram et que McCollum. Mais après, ouais, offensivement, c'est un point enfin, sur la bataille des stars, de toute façon, globalement, c'est un peu réducteur, mais c'est pas complètement faux de dire ça. En playoff, ça joue souvent à tes meilleurs joueurs, hein. Très Hmm. honnêtement. Oui, ok, si t'as PJ Washington qui est à 50% à 3 points, ça peut faire basculer une série, mais ça joue souvent sur la capacité de tes meilleurs joueurs à être au niveau de ce que tu as vu en saison régulière. Et quand tu vois que c'est potentiellement le deuxième et le troisième, je vous laisse décider l'ordre du MVP qui s'affrontent sur une série, tu dois avoir, que ce soit du côté de Dallas, même si je suis pas trop inquiet pour eux, tu dois avoir un joueur qui joue une série calibre MVP, ou en tout cas du niveau de ce que tu as vu sur la saison régulière. Et du côté de Ketty, tu ne peux pas avoir un joueur qui est top 3 du MVP qui n'assume pas son statut. Hmm. Donc, même si tu as des situations où voilà, J-Dub peut mettre un peu dedans, il faut pas que ça serve un peu de paratonnerre ou un peu d'excuse pour cacher un peu chez, même s'il n'a pas toujours été servi dans les meilleures conditions, on va dire. Il y a quelques séquences intéressantes au match 4 face au Pélican où on essaye de le libérer un peu off-screen et Hmm. du coup on essaye de le faire un peu off-screen pour ensuite amener sur une situation de post-up, etc. Mais voilà, c'est quand même un joueur qui doit être capable avec une opposition moindre en tant que défense individuelle, de dominer sur cette série. Non, carrément. Avant de passer aux rotations, est-ce que tu veux parler d'un ou deux joueurs qui seront pour toi très importants ou est-ce qu'on passe justement à ces rotations-là pour en parler?
Ah, parlons des 14 minutes allouées à Josh Giddey sur. Non, mais moi, pour parler des rotations, c'est vraiment la question que je me suis posée, c'est par rapport au premier tour, qu'est-ce que Daynold va changer ou doit changer? Ça dépend comment on tourne la question, parce qu'on ne sait pas encore comment les matchs vont se passer. Pour moi, la grande question, ça va être Jalen Williams. Ça va être est-ce que lui, il peut encore rester sur le terrain comme lors du premier tour? Est-ce que tu dois le mettre sur le terrain pour répondre à cette verticalité physique des intérieurs des Mavs? Est-ce qu'il sera tellement sanctionné sur Switch et tellement ciblé que t'es mort? Ça va être vraiment ça la clé. Parce que sinon, tu retrouves un Kenrich dans la rotation qui reprend ses minutes. Certes, tu seras plus faible peut-être sous cercle, etc. Offensivement, peut-être meilleur. Et par contre, tu pourras peut-être anticiper ses switches et être un peu plus efficace là-dessus. Pour moi, c'est la grande question. Après, on sera sur du détail. Gordon Hayward, est-ce qu'il disparaîtra complètement ou est-ce qu'on le tentera un petit peu, mais il a presque plus joué au Game 4? Est-ce qu'on verra Mm. plus de Wiggins potentiellement pour défendre sur Doncic, Kyrie ou autre? Voilà, mais ça s'arrête à peu près là pour moi. Le reste et ne bougera pas forcément. À part si Isaiah Joe est très fort et regagne beaucoup de minutes. Mais ouais, voilà. Moi, tu dois être. Enfin, pour moi, les deux interrogations, c'est Jalen et Josh Giddey. Mais il y en a un, enfin, c'est pas du même côté du Ouais. terrain pour les deux, en fait, c'est ça le problème. Jalen, non, moi, je suis terrifié par le drop de Jalen, parce que Luka, il va se régaler sur le drop, sachant que enfin, on a vu Zubac se faire démolir sur ça, c'est que Jalen, il va dropper, mais pas suffisamment pour empêcher le lob de Derek Lively ou de Daniel Gafford juste derrière. Donc, non, pour moi, c'est hormis si tu refuses systématiquement les switches, c'est impossible de le mettre sur la série. C'est pas possible. Donc, ou alors tu le mets sur les minutes où il n'y a pas Luka. Hmm. On va dire Kyrie est peut-être un peu moins, ouais, quoique il va le prendre au premier pas. Mais bon, c'est difficile. C'est difficile. Mais dans ce cas-là, quelle est l'alternative? Moi, je le mettrais pas si j'étais Mark Daigneault, ou je le testerais au match 1 et quand je vois qu'il prend une sauce, je fais bon, ok. Mais pour moi, tu dois privilégier des 5 où tu peux tout switcher. Alors même si tu ne dois pas systématiquement Hmm. switcher, ton personnel doit être en mesure d'être capable de Si tout ça switcher. arrive, en fait, Et si du ça arrive coup, et que c'est provoqué, tu dois être capable d'assurer tes arrières, quoi. C'est ça. voilà, tout à fait. Et du coup, on arrive à une situation où je suis pas convaincu que Kenrich soit capable de switcher sur Kyrie Hmm. ou sur Luka. Hmm. Donc pour moi, une des alternatives, c'est de repartir sur ce qu'on a vu au Game 2 et au Game 4, J-Dub en 5. Sur quelques séquences, hein, bien sûr, hein, parce que Chet, évidemment, je vais pas donner 25 minutes à Chet, mais on va dire sur les minutes où Chet est sur le banc, pour moi, une des alternatives, ça peut être d'avoir J-Dub au poste 5, quitte à souffrir un petit peu sur de la verticalité avec potentiellement du Derek Lively ou du Daniel Gafford, voire même du PJ Washington, souffrir sur quelques séquences offensives. Par contre, sur des situations de 1 contre 1, tu n'as pas Hmm. de situation où tu es tendu parce que du coup, tu te retrouves avec Jalen sur Luka. Et en attaque, cette capacité d'avoir 5 joueurs qui peuvent poser des écrans, qui peuvent porter la balle, et ben, tu peux sanctionner les grands adverses pour potentiellement les faire sortir. Là, on va dire que Chet a un poil plus prévisible, même s'il va jouer beaucoup de pick and pop. Donc, pour moi, ce serait une des tentatives. Gordon Hayward, je sors complètement. Je trouve qu'offensivement, il n'a pas assez apporté. Et moi, Jalen, ouais, Jalen et Kenrich, c'est deux joueurs dont je ne suis pas particulièrement confiant. Donc, si j'étais Mark Daigneault, déjà, on ne serait pas en playoff, mais éventuellement, je tournerais à 8 avec le 5 majeur et avec Joe, Kayson et Wiggins Hmm. pour que tu puisses être en mesure de tout switcher et de l'autre côté de sanctionner avec de la polyvalence et surtout de la vitesse du mouvement. Je suis d'accord. Après, je sais pas si ça, tu peux le faire sur une longue série et physiquement, ça va demander beaucoup à J-Dub qui risque de te pénaliser de l'autre côté du terrain potentiellement avec l'impact physique qu'il va te produire. Après, je te rejoins complètement que je préfère me faire sanctionner par deux trois rebonds off de Lively et où ils essaient de le servir en post-up ou sur des hooks que Luca qui te massacre sur chaque switch. Oula! Chaque switch sur écran, Tout à fait. chaque switch sur écran et que tu peux rien faire. Effectivement, ça je suis d'accord avec toi. Et effectivement, je suis pas si confiant que ça avec Kenrich. Je suis plus qu'avec Jalen défensivement. Mais Kenrich me fait pas Mm. forcément confiance. Après, est-ce qu'on est capable de faire du edge ou de l'aider reprendre en gros, où il sort et après il revient et avec les aides? Est-ce que ça on est capable de le faire, Jalen? Peut-être. Peut-être qu'on sera surpris de cette Ouais, nouvelle. la défense en edge de Jelly.
ça fait 2 ans, Ouais, on l'a vu, elle est pas ouais, voilà, terrible, mais hein. est-ce qu'on sera capable de le produire assez efficacement? Est-ce que Lou Dort sera peut-être tellement dominant que voilà? Est-ce qu'on part sur du ice où on amène tout le temps Luka vers la ligne de fond et voilà, mais ça demande aussi ça a ses inconvénients. C'est dur à dire en fait, c'est dur, cette gestion de pick and roll va être bien plus difficile que lors de la première série et ça va vraiment être une des clés et effectivement ça aura un impact des rotations. Je suis pas aussi bourrin que toi sur les rotations à 8 en mode Thibodeau avec J-Dub en 5, mais effectivement, je pense qu'on le verra pendant la série, ça. Et on nous le dit dans le chat aussi, ça risque d'être une option. Et par contre, attention aux fautes. C'est Kamel qui nous le dit, si tu commences d'avoir des fautes et que Chet a des fautes, ça devient compliqué. Ah bah là, oui, ça c'est, on va dire, l'inconvénient de avoir de vraies options de backup au poste de pivot. C'est-à-dire que Jalen, il a beaucoup de défauts, on va dire. Il a des qualités évidentes dans l'attaque du Thunder. Par contre, il y a des défauts évidents en défense aussi. De toute façon, j'ai essayé de trouver l'intérieur parfait pour en backup de Chet, c'est dupliquer Chet. Donc forcément, comme il y a qu'un seul Chet, ça marche pas. Ou alors ce serait Nasrid. Mais bon, Nasrid est à un tel niveau que c'est difficile. Mais ouais, après, la gestion des fautes, je sais pas. Chet a quand même, toute la saison, a quand même rarement été en foul trouble. Il l'est sur le 2, une faute qui n'existe pas d'ailleurs, il l'est un peu sur le 2, mais sinon, il est jamais vraiment en galère de faute, hein. Après, je trouve que Denote le gère bien, entre guillemets, enfin, c'est pas gérer bien, mais anticipe un peu ce futur problème de faute souvent. C'est possible. Tu vois, on prend pas trop de risques. Je sais pas, à voir, hein. Mais ouais, ça sera une clé, hein. Si déjà il prend deux fautes au premier quart-temps et parce qu'il saute sur Luka ou autre, ça va vite être compliqué, ouais, effectivement. Chet a un C'est rôle possible. très important dans cette série, hein. Parce qu'on Ah bah bien sûr. on parle de protection de cercle, de répondre aux intérieurs adverses, de protéger le pick and roll. Bon, bah, c'est ton rôle, en gros, Chet, donc ça va être. Et même de sanctionner même les grands adverses en étant au large, bah voilà, Chet est un facteur essentiel de cette série dans un sens ou dans l'autre, hein. Voilà, de toute façon, quand c'est ton encre défensive qui peut sur le 3 points, donner les grands sur le pick and pop, et qui en plus de ça peut potentiellement faire sortir les ailiers et du coup créer des décalages via sa capacité à potentiellement que les pivots adverses puissent pas sortir sur lui et du coup tu mets un ailier, ça va être intéressant. Mais comme je disais avant que ça coupe, pour moi, je bug mais pas Pierre. Ah super, sublime. Non, toujours est-il que pour moi, Chet, si vous m'entendez, Chet est aussi important défensivement que ce que peut l'être Josh Giddey en attaque. Hmm, carrément. Après, pour Josh Giddey, bah, s'il te fait une série comme celle du premier tour, tout va bien. Si ça devient plus S'il a compliqué. 50% à 3 Voilà, points, on est d'accord. Après, lui, encore une fois, on est toujours sur ce théorème, est-ce qu'il va jouer comme sa taille devrait lui permettre au niveau des rebonds, au niveau protection de cercle, c'est un grand mot, mais voilà, ce qu'il t'apporte là-dedans. Parce que sinon, effectivement, le seul qui a un peu de taille et autre comme ça, c'est Kenrich ou du Gordon Hayward. Donc bon, voilà, c'est compliqué. Et est-ce qu'après il met les tirs mm, ou est-ce qu'il est laissé complètement seul? Est-ce qu'il arrive... Tu vois, on parlait de rythme au tout début de l'épisode. Est-ce que lui peut t'apporter peut-être ça sur de la transition, sur la recherche de passes très vite vers l'avant, le fait de relancer le jeu? Mais oui, ça va être bien sûr, hein. De toute façon, chaque série, quand tu as un point faible, pas identifié dans le 5, mais presque, qui potentiel, eh ben, est-ce que les équipes l'exploitent? Est-ce que tu arrives à contrer un peu l'exploitation de ce point faible, j'ai envie de dire, comme ça a pu être fait sur les Pelicans? Voilà, c'est forcément, hein, ça va être encore très regardé, très analysé, voir ce qu'ils peuvent faire avec lui, est-ce qu'ils peuvent tirer un avantage de ça, c'est évident. Après, si un Lou Dort se met aussi à plus rien mettre, par exemple, ce qui est possible, on l'a jamais vu mm. en playoff, mais c'est possible, bah ça sera la même chose. Aussi, souvenez-vous du match, je crois que c'est le match 5 ou le 6 face aux Ah Rockets où il oui, mais tire là, genre on à parle 2 sur d'un 11. autre temps, là. Bah oui, mais en même temps, c'est le seul échantillon qu'on a, ça, plus les 4 matchs face aux Pélicans. Donc après, non, mais toujours est-il que, disons que je ferais plus confiance si c'était Mike Conley, le meneur titulaire, pour la série. Parce que Mike Conley fait quand même un taf extraordinaire, mais tu vois, je parlais potentiellement de ces situations d'être capable de tout switcher. Bah, tu peux pas tout switcher avec Guidi. Pas possible. Hmm. Pas possible. Non, Alors c'est vrai. avec Cason Wallace, tu peux. Avec Aaron Wiggins, tu peux. Avec Isaiah Joe, tu peux pas forcément non plus. Donc, non, pour moi, on est dans des situations où les Mavs l'ont tellement. On en avait parlé quand on avait fait le podcast, enfin, quand on avait fait le live tier list des adversaires en playoff.
les Mavs, c'est tellement eux qui ont le plus surabusé du on ne calcule pas Josh Giddey à 3 points Hmm. que pour moi, ils vont le réutiliser dès le Game 1. Donc après, là, va-t-il être en capacité de mettre ses tirs ou pas? Mais même, c'est toujours le même point. De toute façon, on se répète, mais même quand il met dedans, eh ben, les adversaires vont pas forcément sortir sur lui. Heureusement, les Pélicans n'ont pas adopté ce schéma offensif, et puis aussi, enfin, ce schéma défensif, et puis aussi parce qu'ils mettaient un peu, enfin, même beaucoup dedans, Josh Giddey, sur la série. Même lui qui met le plus dedans à 3 points. Donc, attention. Mais moi, au niveau des rotations, tu vois, je reste dans cette optique de ce qu'avait fait un peu Mark Daigneault sur le Game 1 face aux Pélicans, je vois comment ça se passe en attaque, je vois comment ça se passe Ouais. défensivement, et puis si ça marche pas à la mi-temps, je repars avec Kayson Wallace, je repars avec Aaron Wiggins. Je pense que c'est une série où potentiellement, s'il est au même niveau que face aux Pélicans, ça peut aider à faire tourner le résultat en faveur de Casey. Par contre, s'il passe à travers et s'il retrouve la même adresse que ce qu'il avait durant toute la régulière, ça va être bien plus difficile. Et là, pour le coup, défensivement, il pourra pas pallier comme peut pallier un Ludor, par exemple. Ouais, je pense qu'un Wiggins peut être un facteur important, parce que physiquement, lui, il a le répondant. Tu l'as bien dit, Joe, pour le coup, il se ferait casser la gueule par Luka physiquement. Casson un petit Ouais. peu moins, parce que il a un peu plus de répondant physique, mais il manquera de taille, etc. Alors qu'un Wiggins, t'es pas dans la même dimension physique du tout que ces deux-là. Et lui, il peut répondre un petit peu sur des switches, il peut être intéressant. Donc potentiellement, lui, pourrait être un facteur X à faire rentrer sur certains matchs. Et en plus, offensivement, on l'a vu, il arrive toujours à créer quelque chose, même en playoff. Donc, ouais, Mm. je suis assez d'accord avec toi. Après, voilà, l'énigme de. Le point de Josh Giddey, voilà, constamment, on est obligé, hein, de toute façon. C'est- De toute façon, c'est lui. Après, oui, on peut parler des minutes. Moi, j'avais noté, j'avais mis Lou Dort, il doit jouer limite 40 minutes sur la série. C'est-à-dire qu'il doit absolument tout le temps matcher les minutes de Ouais. Luka. Comme Luka va jouer 43 minutes, tu vas arriver sur Lou Dort qui va avoir une très forte dose. Alors, à voir. Peut-être que Mark Daigneault va se dire, OK, je vais mettre Gordon Hayward potentiellement. Je sais pas. De dire, je vais mettre des ailiers, là, les deux ailiers là, du fond de la classe, là, Kenrich et Gordon Hayward, de dire je vais les mettre potentiellement pour leur au moins l'impact physique qu'ils peuvent Ouais. avoir défensivement. En attaque, tu perds tellement avec ces deux joueurs-là, surtout avec Gordon Hayward, que ça va être difficile. Mais je pense que c'est une série. Peut-être si OKC venait à remporter cette série, je pense que que ce soit celle-là ou les deux autres, ce serait la série où Lou Dort aurait le plus de minutes parce que il a globalement le défenseur, enfin l'attaquant le plus fort à défendre. Quoique, du coup, si jamais c'est Minnesota qui passe, il y aura un gros attaquant à Mm. défendre aussi. Mais c'est quand même une mission que lui seul, du côté de OKC, est réellement capable de faire, ou en tout cas, même pas de faire, de limiter un minimum. Et ce sera déjà un exploit en soi de limiter un minimum l'impact d'Aluka Doncic. Ouais. Non, non, mais je suis d'accord que Ludor, tu dois suivre ça. Tu dois augmenter tes minutes potentiellement de tes titulaires, réduire potentiellement si les mecs sont pas prêts, tu réduis. Ouais, après, il y a toujours cet impact physique, effectivement, d'un Hayward que en théorie, il devrait t'apporter, mais Alors en ouais, attaque, en c'est attaque, dur, tant hein. qu'il se débloque pas, ou que voilà, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Ouais, mais je suis d'accord. Passons au pronostic pour finir. La Ouais. grande question. On va donner celui de Charlie avant, on lui a demandé. 4-0. Alors, il a dit 4-2, ok, si. Allez, je vais me jeter à l'eau. J'ai hésité. J'ai hésité, je suis pas serein, en même temps je me dis on a moyen et tout. Et j'ai mis 4-3 pour les Mavs. Ouais. En fait, je me dis ça va être une série très serrée, etc. Ça va se rendre coup pour coup, il y aura plein d'adaptations qu'on pourra analyser, il y aura plein de choses. Et en fait, au 7, même à OKC, on va perdre au talent de Luka et Kyrie qui mettront des tirs énormes, etc. Voilà mon scénario. Mais pour moi, ça va être une série longue, ça va être une série serrée. Il y aura peut-être un ou deux blowouts ou un match au Kessie roule sur les Mavs, mettent tout, etc. Ils font perdre plein de ballons. Un match à l'inverse, les Mavs sont indéfendables. Mais pour moi, ça va aller très loin dans les chiffres. Donc voilà. Et j'ai trop peur du talent de Luka qui pour moi reste un cran au-dessus de chez. Donc je mets les Mavs en 7. Ah oui, oui. Ouais, désolé, Oui, hein, oui, mais oui. oui, ça reste un cran au-dessus. Ça, c'était la question mais qu'on pouvait se poser. Mais sur la longueur de la série, ça atteste surtout le fait qu'il n'y a pas de clair favori entre les deux équipes. C'est pas de l'autre côté. Hein, les deux séries de l'Ouest, on va dire, n'ont pas de clair favori établi, surtout avec les Wolves qui prennent le game
témoignent. Là où du côté de l'Est, que Boston sera favori contre Cleveland ou contre Orlando, et New York part quand même assez favori face aux Pacers. Moi, quand j'avais fait mon pronostic avant le début des playoffs et quand j'avais fait mon bracket sur le site de la NBA, j'avais mis 4-3. Ok, ici. Bah, vous savez quoi, allez, 4-3, ok, ici. On taxe déjà des grilles, donc je vais être celui qui pronostique le Thunder qui remporte la série sur ce live. 4-3, ok, si moi je vote chaussette déjà au Paycom Center, ambiance de dingue et tout. Alors c'est pas forcément rassurant quand on sait que Kyrie est en 12-0 en playoff sur les matchs où il peut close out une série, donc sur les matchs où une victoire et tu remportes la série. Là, je peux faire basculer mon prono. C'est-à-dire que s'il avait été là, c'est C'est des vrai. petits détails, hein. Vous allez dire si vous écoutez oui, Maxime Kleber qui nous enquiquine avec lui, mais ça peut changer beaucoup de choses. Non, moi je mets 4-3 au KC. J'ai envie que Shea soit au niveau de Luka Doncic. J'ai envie qu'il rejoigne un peu cette constellation là d'Edwards, de Jalen Brunson, là tous en train de prendre feu ou qui sont en train de prendre une autre dimension sur les playoffs. Je pense quand même que OKC est une meilleure équipe et que le personnel d'OKC est quand même meilleur que celui de Dallas, même si le star power du côté de Dallas avec Luka et Kyrie, ils ont potentiel, enfin ils ont le meilleur et le troisième meilleur joueur de la série, mais je pense qu'un J-Dub est quand même capable, pas forcément de se mettre au niveau de Kyrie, mais d'être pas si loin que ça. Mm. Et je pense que si jamais Shea est à peu près au niveau de Luka et si J-Dub est à peu près au niveau de Kyrie, je pense que autour du côté d'OKC, c'est mieux armé que Dallas. Donc je mets 4-3 au KC. Pour moi, ça va être une série longue aussi. Je vois pas que ce soit hormis blessure. Je vois pas une série que ce soit. Enfin, je vois pas une équipe que ce soit au KC ou Dallas prendre les devants et s'imposer assez largement. Donc non, pour moi, tu auras des matchs serrés et puis ce sera une série fun Ouais, pour une ça va fois. être cool à suivre en tout cas, ouais. Donc vous avez... Ouais, alors, par contre, sur Twitter, ça va être Ouais. imblairable. Les deux fanbases se détestent, surtout aux États-Unis, mais ça va être déjà imblairable. Donc on s'attend au match 7, vous l'avez compris. On verra ce qui se passe à ce moment-là. Mais, euh, mais ouais, on voit tous les deux une série assez longue et après un match 7, c'est un match 7, c'est toujours assez incertain, toujours assez... Voilà. Donc à voir effectivement. Dans tous les cas, on va Ouais. conclure ici. Et ben, on s'excuse pour le petit bug de tout à l'heure. Voilà, on a essayé que ça a repris assez rapidement, mais voilà. N'hésitez pas à nous suivre partout, notamment sur Twitch, comme l'a fait Rimi Dal, je ne l'ai pas dit pendant le live, mais merci beaucoup. Mais n'hésitez pas à nous suivre, ça serait bien qu'on atteigne les 500 followers avant la fin des playoffs quand même, ça serait cool. Et suivez-nous partout, du coup, toutes les plateformes d'écoute, YouTube aussi bien entendu, pour avoir tous les débriefs après chaque match qu'on va essayer de continuer, normalement ça devrait le faire. Et, Oui. puis, et puis voilà, on a encore une ou deux nuits pour se préparer. Une nuit, deux nuits, deux nuits. C'est dans la nuit de mardi à mercredi, Ouais, on a le deux Game nuits au 1. moment où on est en live. Donc n'hésitez pas à vous reposer pour être en grande forme pour cette série-là, qui va être palpitante à suivre. Et on se retrouve bien sûr pour la suivre ensemble. Donc à bientôt et salut à tous. Salut!